Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour cet épisode je vais vous parler de fake news, désinformation, bulle de filtre, pensée unique, l'éveil d'une pensée critique face au flux d'informations, les nouvelles stratégies. Et donc c'est une conférence que j'ai récemment donnée dans le cadre d'un colloque d'intelligence économique. Alors, qu'est-ce que la pensée critique? Eh bien, il me semble que si on veut discuter de la pensée critique, c'est important d'avoir une définition. Pour moi, la pensée critique, il y a deux pôles bien différents. Le premier pôle consiste à ne pas se faire tromper par de l'information moisie, tandis que l'autre consiste à arriver à changer d'avis lorsqu'on est confronté à des informations pertinentes. Et donc il y a vraiment deux axes bien différents dont je vais discuter dans cette vidéo. Et souvent, on a tendance à se concentrer dans les milieux sceptiques ou en zététique sur le fait qu'il est important de ne pas se faire tromper par de l'information moisie, mais on oublie parfois de discuter du fait qu'il faut aussi être capable de changer d'avis lorsqu'on est confronté à des informations pertinentes. On peut dire que de ce point de vue-là, la pensée critique, c'est une sorte de membrane qui doit être imperméable aux fake news, etc., mais qui doit être perméable aux informations pertinentes. Donc, c'est toute une question de savoir filtrer les informations. Pour moi, la pensée critique. On peut dire que cette définition de la pensée critique, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence dans le langage courant. Et évidemment, c'est différent de ce que les psychologues utilisent quand ils parlent du QI, hein, quotient intellectuel, c'est autre chose. Mais c'est vrai que si on dit que quelqu'un est intelligent dans la vie courante, ben on dit ouais, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il voit quelque chose sur YouTube ou qu'il lit un article dans un journal, et ben il est capable de détecter, il a une sorte d'alerte qui se met dans sa tête lorsqu'il est face à de la mauvaise information. Mais par contre, il est quand même capable d'évoluer à travers le temps quand on lui présente des nouvelles informations qui sont robustes. Et alors ce qui est important évidemment, c'est que la pensée critique est une compétence que l'on peut apprendre et entraîner. Donc c'est pas quelque chose de fixe dans le temps, c'est pas quelque chose qu'on possède à un moment donné. C'est comme la philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Ça veut dire que ce n'est pas posséder la sagesse, c'est être en quête de sagesse. De la même façon, la pensée critique, c'est pas quelque chose que l'on a à un moment donné, c'est toujours quelque chose que l'on peut entraîner, que l'on peut améliorer. Donc évidemment, ça veut dire qu'on peut enseigner la pensée critique, et puis ça veut dire qu'il y a toujours un travail permanent d'entraînement de la pensée critique. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'on n'a jamais acquis la pensée critique? Eh bien parce qu'évidemment la pensée critique, ça va être un mélange de philosophie, particulièrement l'épistémologie, la logique et d'autres choses encore, et de culture scientifique. Donc avoir une bonne culture scientifique va influencer la pensée critique. Et donc évidemment, finalement, c'est des domaines où on peut toujours apprendre plus, on peut toujours augmenter sa culture générale scientifique, sa culture scientifique, on peut toujours avoir plus d'informations sur comment fonctionnent les différentes méthodologies de la science, les différents résultats de la science. Et de même en philosophie, on peut toujours suivre les nouveaux travaux en épistémologie, en logique, etc. Et donc forcément, c'est une tâche perpétuelle qu'on peut toujours continuer à faire, et on peut toujours améliorer, donc sa pensée critique. Alors, dans le premier pôle qui consiste à détecter les informations moisies, on peut dire qu'il y a un certain nombre, pour les sceptiques, les zététiciens, il y a un certain nombre de types d'informations moisies dont on va parler maintenant, et dont on doit apprendre à être capable de les détecter. Alors les premières, enfin celles que j'ai mis en premier, c'est les fake news. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, c'est un peu un buzzword, c'est un mot dont on entend beaucoup parler, depuis évidemment le président Trump. Le fake news, la fake news, c'est une information, en fait vous allez le voir, c'est un cas particulier de bullshit ou de foutaise, mais donc c'est une forme de propagande où la personne qui donne l'information ne se préoccupe pas du tout de savoir si l'information est vraie ou fausse. La seule chose qui l'intéresse, c'est la réaction émotionnelle que l'information va générer chez l'interlocuteur. Donc comme je viens de le dire, c'est un cas spécifique de bullshit qui s'applique spécifiquement au monde politique. Et donc le bullshit ou de la foutaise, ça c'est une grande catégorie générale. C'est tout ce qui...
quand le locuteur c'est tout ce qui se passe quand le locuteur ne se préoccupe pas de la vérité de ce qu'il raconte. Et donc, c'est différent du mensonge, puisque quand on ment, un menteur, il connaît la vérité, et il est en train de construire un discours par rapport à cette vérité, c'est-à-dire qu'il essaie de la dissimuler, ou de la changer, ou de la tronquer. Donc il travaille par rapport à la vérité. Le mensonge a une relation avec la vérité, tandis que le bullshit, ça n'a pas de relation avec la vérité. La seule chose, c'est de produire de l'information en se préoccupant juste de ce que ça produit chez l'interlocuteur comme effet, mais sans jamais se préoccuper de savoir si cette information est vraie ou pas. Alors, un autre concept intéressant, c'est le baratin pseudo-profond, qu'Henri Brock appelle l'effet Puy. Et donc, le baratin pseudo-profond, c'est quand un intellectuel produit un discours qui a l'air profond mais qui ne l'est pas réellement. Donc en fait ce qu'il va faire c'est faire des phrases extrêmement avec un vocabulaire extrêmement varié, etc. et qui vont générer chez l'interlocuteur l'impression de profondeur. Mais comme cet intellectuel est reconnu comme étant un expert dans le domaine, en tout cas par la personne qui l'entend, cette personne va faire le travail à sa place et va projeter du sens dans ce qu'il dit. Et donc c'est quelque chose qui a été étudié particulièrement avec Deepak Chopra, qui est une star du Nouvel Âge aux États-Unis, mais enfin ces livres se trouvent aisément chez nous aussi. Et des psychologues se sont amusés, ils ont créé un générateur de phrases de Deepak Chopra, où ils prennent des mots typiques comme quantique ou vibratoire, etc. Et ils demandent à un ordinateur de générer des phrases aléatoires. Donc, qui utilisent ces mots. Mais c'est des phrases qui n'ont pas vraiment de sens. Mais quand on les propose à certaines personnes, il y a certaines personnes qui vont être plus susceptibles de voir de la profondeur là où il n'y en a pas. Et donc ça, c'est un problème qui affecte particulièrement la philosophie, puisque la philosophie, il faut être capable de détecter si on est face à un philosophe qui dit réellement des choses profondes, ou bien qui en fait envoie de la poudre aux yeux et utilise en réalité du baratin pseudo-profond. Donc évidemment, il y a des auteurs comme Kant et Hegel. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais personne ne dit que ces auteurs ne racontaient pas des choses profondes, malgré le fait qu'ils utilisent un vocabulaire extrêmement complexe, qu'il faut apprendre pour être capable de les lire. Mais en philosophie, les sceptiques et les zététiciens et d'autres, on pense qu'il y a des auteurs qui en fait génèrent des phrases, exactement comme Deepak Chopra dans ses livres New Age. Et comme on pense que c'est des philosophes célèbres ou importants, le lecteur en fait fait le travail pour eux et projette sur ce qu'ils disent de la profondeur. Alors le non-sens sur des échasses, c'est une expression du philosophe Jeremy Bentham, mais moi je l'utilise ici plutôt que pseudoscience. Pourquoi? Parce qu'en fait les épistémologues ont en réalité beaucoup de mal à différencier les sciences des pseudosciences. Et donc c'est un vocabulaire ou des parasciences, donc c'est un vocabulaire qui m'embête un peu. Mais Bentham, il utilise l'expression du nonsense on stilts en anglais, donc du non-sens sur des échasses, c'est du grand n'importe quoi, une autre façon de le dire. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on a du mal à distinguer les sciences des pseudosciences qu'il n'y a pas du grand n'importe quoi, qu'il n'y a pas du non-sens sur des échasses. Et dans le non-sens sur les échasses, évidemment, on peut mettre l'astrologie, l'homéopathie, etc. Et donc, il faut être capable de détecter ce non-sens sur des échasses, ce grand n'importe quoi. Il y a aussi la mauvaise science, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément, c'est toujours le problème du vocabulaire de pseudoscience. C'est peut-être difficile de déterminer pour les épistémologues c'est quoi la bonne science, la pseudoscience, mais par contre on peut avoir un continuum entre de la bonne science et de la mauvaise science. Il y a beaucoup de choses que moi je ne mettrais pas que les sceptiques et les zététiciens classent généralement comme étant de la pseudoscience, alors que moi je parlerais plutôt comme de la mauvaise science. Un exemple concret, c'est quand un laboratoire pharmaceutique va faire une étude de popularité sur un médicament homéopathique, et puis va dire, voilà, je sais pas, moi, 70% des clients qui prennent de l'homéopathie sont satisfaits. On sait que c'est de la mauvaise science, bon, c'est une étude de popularité, pourquoi pas, mais évidemment ça ne prouve pas réellement l'efficacité du médicament. Mais ça peut convaincre des gens qui comprennent mal le fonctionnement de la méthode scientifique. Alors là, on peut penser qu'évidemment il y a de la mauvaise foi qui est à l'œuvre, puisque certainement que les chercheurs qui font ça savent qu'en fait ils sont en train de déployer un argument rhétorique et pas vraiment la méthode scientifique. Mais finalement on est face
à de la mauvaise science, à de la science qui est mal faite. Et évidemment, il y a beaucoup de mauvaises sciences. Il y a probablement autant de mauvaises sciences, si pas plus que de bonnes sciences. Et donc arriver à distinguer si on est devant de la bonne science ou de la mauvaise science, c'est quelque chose, où on se trouve sur ce continuum, c'est quelque chose de très important. Il y a évidemment les théories de la conspiration, hein, donc avec un mode de pensée hypercritique, certaines personnes sont évidemment prédisposées à ce type de mode de pensée, et donc être capable de détecter aussi quand on est face à une théorie de la conspiration. C'est très important, par exemple, quand on est face à des millefeuilles argumentatifs, hein, c'est quand quelqu'un avance un petit argument, puis un autre petit argument, puis un autre petit... Il utilise plein d'arguments. Et alors évidemment, pour le sceptique ou le zététicien, ça va prendre énormément de temps d'aller débunker ou démystifier ou contre-argumenter l'argument 1, puis le 2, puis le 3. Mais la masse des arguments, donc quand on va voir l'argument 1, on se rend compte qu'en fait il est faux, l'argument 2 il est à moitié vrai, l'argument 3 il est un peu vrai. On peut même avoir des arguments vrais dans le temps, mais dans le tas, mais qui ne prouvent pas en fait la thèse en question. Mais le travail de démontage de l'éventail argumentatif prend tellement de temps que la plupart des gens ne le font pas, et même les sceptiques, bah, si vous faites ça pour les conspirations du 11 septembre, bah, vous n'aurez pas le temps de le faire pour l'assassinat de Kennedy et la balle magique et d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui use énormément de temps de cerveau. Et donc les conspirationnistes, en utilisant ces millefeuilles argumentatifs, ils vont, en gros, ils convainquent par abdication de l'interlocuteur, ou en tout cas certains interlocuteurs vont avoir tendance à facilement accepter un millefeuille argumentatif alors qu'ils ne devraient pas. Et enfin, il y a les rumeurs, hein, les rumeurs et les légendes urbaines. On a tendance à parfois les oublier dans la communauté zététique ou sceptique, mais c'est des mécanismes très importants d'un point de vue sociologique. Les rumeurs, c'est quand on raconte des choses qui ne sont pas vraies, enfin qu'on a entendu d'un ami, mais bon, ça peut avoir un impact sur la société. Par exemple, il y a eu des rumeurs sur des kidnappings d'enfants dans les magasins Ikea. Ben, ça peut nuire de manière importante à une chaîne comme Ikea, alors même qu'en réalité, il n'y a pas de preuve de ces enlèvements, que ces enlèvements ont réellement eu lieu, il n'y a jamais eu de plainte à la police, etc. Et donc voilà, ça c'est une liste d'informations moisies que dans le premier pôle de la pensée critique, il est important d'être capable de détecter. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'est ici dans ceux dont je voulais parler aujourd'hui. Alors évidemment, les fake news, etc., ça n'a rien de nouveau. Et donc moi j'aime toujours bien rappeler la dent d'or de Fontaine qui date de 1687. Bon, c'est une histoire qu'il raconte, hein, que le bruit a couru que les dents étaient tombées à un enfant de Silésie âgé de 7 ans, et puis il lui en était venu une en or, à la place d'une de ses grosses dents. Et puis alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un scientifique, en tout cas, entre guillemets, qui écrit un livre sur le fait qu'il pense que cette dent d'or était un miracle. Puis il y a un autre scientifique qui lui écrit un livre pour expliquer il pense que lui c'était pas un miracle. Puis un troisième qui présente la position des deux premiers, puis qui élabore la sienne, et ainsi de suite. Et en fait, il suffisait d'aller vérifier dans la dent de l'enfant pour se rendre compte qu'elle était juste plaquée or et pas réellement en or. Et donc, vous voyez que la littérature peut augmenter comme ça de manière considérable, alors que... Donc c'est une histoire qui montre que finalement tous ces phénomènes ne datent pas d'hier. Bien évidemment, ce qui a démultiplié ces phénomènes, c'est l'apparition d'Internet. Puis il y a d'autres choses qu'on peut retenir de cette histoire, entre autres l'importance d'aller vérifier quand on est face à un phénomène réputé paranormal. Il est important d'aller vérifier l'existence, que le phénomène s'est bien produit, hein, parce que c'est comme un peu les biologistes qui essaient de faire un modèle biologique du monstre du Loch Ness alors qu'on n'a pas de preuve que le monstre du Loch Ness existe, ou les physiciens qui essaient de construire un modèle de la propulsion des ovnis alors que l'existence des secousses volantes ou des engins spatiaux vivants sur notre planète n'a pas été prouvée. Donc c'est les scientifiques qui sautent une étape dans le processus de la science en gros. Évidemment donc, encore une fois, tout ça ne date pas d'hier, mais à l'heure actuelle, avec Internet, on est arrivé à l'ère de la postérité, c'est-à-dire que tous ces mécanismes ont été démultipliés par l'apparition d'Internet. Et donc là, je viens de finir de couvrir le premier pôle à la capacité à détecter les arguments moisis
cas dans cette présentation, hein, qui est vraiment une introduction introductive assez problématique. Mais l'autre aspect super important aussi selon moi, c'est la perméabilité aux bonnes idées. Et pour ça, il y a deux choses. Bon, évidemment, il y a des bulles de filtre sur Internet, donc sur Facebook, etc. Il y a des algorithmes qui font que quand on aime certaines choses, par après, Internet va nous envoyer des informations qui vont dans le même sens de ce qu'on a déjà aimé. Hein. Donc, c'est les algorithmes informatiques. Donc, on peut être exposé à des choses bon, qui sont biaisées en fonction de nos choix précédents sur le net. Mais ceci dit, il y a autre chose qui me paraît plus important, qui est finalement le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a tous cette tendance à vouloir entendre ce qu'on pense, ce que l'on pense déjà. Et donc même si les bulles de filtre existent, instinctivement on va aller de toute façon s'abonner sur Twitter, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, à des pages, à des chaînes, etc. qui nous confirment ce que nous pensons déjà. Et donc on se met dans des bulles intellectuelles ou des chambres à écho intellectuelles. Et ça c'est vraiment un très très grand piège d'Internet. Évidemment un des très grands pièges que, par exemple, d'autres communautés de pensée tombent dedans, enfin donc vers quelqu'un qui a un mode de pensée conspirationniste, il va s'exposer sans arrêt à ce que pensent déjà les conspirationnistes, comme lui, sans aller se confronter à ce que disent les autres. Et donc, il est extrêmement important, en tant que sceptique et zététicien, de faire l'effort d'aller s'abonner à des gens qui ne pensent pas comme nous. Et donc la communauté zététique, la communauté sceptique, c'est une communauté de pensée, et donc c'est essentiel d'aller aussi se confronter à ce que disent les autres communautés de pensée. Vous choisissez en gros des communautés de pensée qui sont probablement assez éloignées de ce que vous croyez déjà, et vous abonnez à leur chaîne, à leur compte Twitter, à leur magazine. Par exemple, c'est ce que moi j'ai fait avec la parapsychologie, ou alors avec les théologiens, les apologistes hein, qui essayent de défendre l'idée qu'il est rationnel de croire en Dieu. On pourrait imaginer lire la littérature psychanalytique par exemple, etc. Donc essayer de se confronter, faire exprès d'aller à l'extérieur de sa bulle de confort pour se confronter aux gens qui ne pensent pas comme nous, et c'est un effort permanent, et c'est difficile à faire forcément vu que on est toujours beaucoup plus à l'aise, on est toujours beaucoup plus relax quand on n'entend que des gens qui confirment ce que nous pensons déjà. Alors donc, bon, les auditeurs de cette chaîne le savent déjà, mais je vais quand même le rappeler, il y a une communauté qui vise à l'enseignement de la pensée critique et au développement de la pensée critique. Cette communauté, ça s'appelle le mouvement sceptique, ou le mouvement zététique en France. Le mouvement sceptique est né en 1947 avec la fondation du comité belge pour l'analyse critique des parasciences, dit comité para. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de voyants et de sorciers qui prétendaient être capables de retrouver les morts sur le champ de bataille. Et donc, des scientifiques se sont regroupés pour faire de la protection du consommateur en critiquant ces approches et en disant qu'elles ne permettaient pas de faire ce qu'elles prétendaient être capables de faire. Et donc, dans le mouvement sceptique ou en zététique, on utilise des ressources qui sont aussi bien issues des sciences, donc la culture scientifique, connaissance des différentes méthodologies, etc., que de la philosophie, épistémologie, logique, philosophie de la religion, etc. Et donc ça c'est super important, j'aime bien rapporter, si vous êtes un sceptique ou un zététicien, vous savez que la plupart des gens disent que la zététique c'est juste la méthode scientifique, mais je pense que c'est profondément erroné. La zététique utilise énormément d'épistémologie, de logique, et en fait donc la zététique c'est beaucoup de philosophie en réalité. Et donc si vous voulez aller plus loin dans ce que j'ai raconté ici, je vous conseille le livre de Nicolas Gauvry et Sylvain Delouvet, donc un ouvrage collectif dont la direction était sous ces deux auteurs, qui s'appelle Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique, qui fait un panorama de ce qu'est le scepticisme scientifique, la zététique, dans le monde francophone et particulièrement en France. À l'heure actuelle, il y a des chapitres de différents auteurs, donc des chercheurs en psychologie qui travaillent sur l'enseignement de la pensée critique ou la pédagogie de l'esprit critique. Il y a aussi des youtubeurs qui parlent de l'importance des chaînes YouTube et d'autres podcasts qui parlent de pensée critique. Et puis il y a d'autres chapitres comme le mien qui parle du scoopisme, donc la croyance dans les visites extraterrestres de notre planète, ou encore il y a un autre chapitre sur
sur certaines théories de la conspiration. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois.